Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. On avait déjà reçu Alexandre Ayotte, qui est travailleur de milieu auprès des aînés, ici dans le secteur de Nicolet et les environs, et il m'avait parlé d'une conférence, d'un contenu qu'il y avait en lien avec la maltraitance, puis je trouvais ça tellement important d'y donner de la visibilité à ce contenu-là que j'ai réinvité Alexandre. Bonjour. Bonjour Stéphane. Ça va bien, toi? Oui, toi-même. Donc, c'est ça. Fait que toi, tu donnais une conférence. Oui, effectivement. Dans le fond, c'était un contenu j'avais fait avec la FADOC de Nicolet, OK. parce qu'elle cherchait des activités à élaborer, puis j'étais assez bien en lien avec Hélène Langis. Donc, on a mis sur pied cette activité-là, puisque en tant que travailleur de milieu, ça faisait partie en quelque sorte de mon mandat de parler de ce type de sujet-là. Et évidemment, moi, je ne veux pas, de cette façon-là, en l'offrant à la télévision, Ouais. je ne veux pas empêcher des gens de te solliciter, d'aller la donner, mais on s'est dit, en discutant, on pourrait rejoindre encore plus de gens. Oui, effectivement. Parce que si on veut contrer la maltraitance, c'est pas en parlant pas qu'on va y arriver, c'est en parlant. Ben non, effectivement. Puis surtout, j'ai un territoire assez limité. Je ne vais pas me rendre jusqu'à Montréal pour aller donner la conférence. Puis, étrangement, j'ai eu quelqu'un de Rimouski qui m'a demandé de l'information là-dessus il n'y a pas si longtemps, qui venait d'entrer en poste. Donc, raison supplémentaire, je lui ai dit d'attendre jusqu'à vendredi. Bon, ben c'est bien. Donc, Alexandre, je te laisse la parole. Alexandre, ton titre, c'est travailleur... Travailleur de milieu auprès des aînés. Bien, on t'écoute, mon cher. Bien certain. En fait, je viens principalement faire la présentation de la maltraitance. En fait, le nom en tant que tel de la conférence, c'est « Vieillissement et maltraitance ». Vieillissement, j'ai pas tant le besoin de vous l'expliquer, c'est juste pour nous mettre un petit peu en contexte sur en quelle façon est-ce que le vieillissement, ça a un lien avec le fait de subir de la maltraitance, puis qu'on parte sur un pied d'entente. Déterminer, dans le fond, de quoi on parle. On définit ce qu'on est. Bon, exactement allons-y. ça. Normalement, je pars ça avec une petite activité. C'est sûr que là, vu que c'est juste moi et toi, Stéphane, tu es malheureusement un petit peu trop jeune pour que je la fasse, puis il manque un petit peu trop de gens. Mais je vais partir avec des exemples personnels pour partir. C'est-à-dire, pour s'entendre sur c'est quoi l'âge. J'ai deux personnes personnellement que je connais. Je vous les décris, je vous laisse le soin de deviner leur âge. Okay. En fait, la première personne, c'est une personne qui n'est pas particulièrement active. Elle passe le clair de ses journées à regarder la télé ou à être sur Internet. Prenez en note, par contre, que c'est deux personnes âgées à qui je parle. Okay. Qui passent le plus clair de ses journées à l'intérieur de la maison en général. Beaucoup de problèmes de santé. Je ne saurais pas dire c'est quoi nécessairement le problème de santé, mais des plaques sur le bras, bronchite à répétition, pneumonie. Puis, à l'inverse, c'est une dame qui n'a pas de problème de santé très particulier, marche très activement et jusqu'à très récemment, faisait partie d'un club de bowling. OK. Vite comme ça, tu leur attribuerais quel âge, mettons? Bien, à première vue, la deuxième, je dirais qu'elle est plus jeune que la première. Oui. Parce qu'elle a un mode de vie actif, mais je devine que c'est peut-être non. Je devine la pogne un peu là-dedans. Ouais. Mais tu me dis ça, tu dis que c'est des personnes âgées, la personne est active, elle joue au bowling, moi je dirais peut-être, je ne sais pas, 67, 70 ans, puis l'autre 80, mettons. Oui, OK. Bon, sais-tu, c'est quand même pas si pire que ça. C'est des personnes de mon entourage. Je ne donnerai pas trop d'informations pour question de ne pas les identifier non plus. Mais la première personne, malheureusement, est décédée à 75 ans. La deuxième vient d'avoir 90 et vient tout juste d'arrêter de faire du bowling pour des problèmes de santé qui commencent à être un peu plus prenants. Fait que là, j'avais comme des préjugés. Oui, en quelque sorte. Puis en fait, c'est justement le point sur lequel que je veux traiter en premier, sur c'est quoi l'âge. Parce qu'on a toute une espèce d'idée de base, une personne de 70 ans, 90 ans, son âge, c'est ça. Mais dans les faits, l'âge, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, la plupart de la conférence est basée sur le plan d'action gouvernemental 2017-2022. Puis, selon eux, il y a 5 façons de calculer l'âge. Okay. Dans la première, on s'entend assez de base pour se dire que c'est le chiffre. Je suis né en 1974, j'ai 47 ans. C'est ça, exactement ça. Donc, tu es plus jeune que quelqu'un qui serait né en... 1922. En 1922, exactement ça. C'est pas trop compliqué, c'est ce que j'appelle le chiffre. Oui. C'est ce qu'il y a de plus de base. Par la suite, tu as ce que j'appellerais l'âge physiologique, c'est-à-dire ta forme en quelque sorte. L'âge de mon corps. Oui, en quelque sorte. Écoute, ça revient un peu à l'exemple que j'ai donné.
de l'homme de 75 ans qui, lui, même si plus jeune, avait beaucoup plus de problèmes de santé. Que la dame de 90. Que la dame de 90 qui était plus active. Puis pas nécessairement parce que la dame était plus active était plus en forme physiquement. C'est juste que ça a donné que dans son parcours de vie, elle n'a pas eu plusieurs maladies qui ont fait en sorte qu'en vieillissant, elle a eu plus d'incapacité. Supposons, elle aurait pu se casser une hanche puis être incapable de faire du bowling bien avant. Oui. Tu sais, mauvais pogne un rond de glace en marchant sur un trottoir, bad luck, elle tombe, elle se casse une hanche. Ça arrive, ça, des malchances comme ça. Oui, c'est exactement ça. Bon, ça, c'est l'âge physiologique du corps. Tu as l'âge émotionnel. Ça, ça, c'est compliqué. C'est très compliqué, puis j'essaierai pas de le détailler pendant 45 minutes non plus, parce qu'on pourrait le faire, mais plus simplement, c'est en quelque sorte la maturité. C'est la capacité à regarder un problème, de trouver des solutions, puis de le faire en étant capable de gérer ses émotions. C'est dur à dire, puis c'est surtout dur à se prononcer sans porter préjudice à quelqu'un. De dire à quelqu'un qu'il n'est pas mature, c'est un peu plate. Ben là, tu as 70 ans, tu n'es pas mature, on dirait que tu en as 14. C'est un peu insultant. C'est un peu insultant, effectivement. Mais ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que la manière que je fais face au problème, si j'ai la maturité et les outils pour le faire, ça va moins me maganer dans la vie que quelqu'un qui est tout le temps à fleur de peau et qui réagit comme un enfant. Bien, c'est exactement ça. Sans dire que moi-même, je suis un enfant, je veux dire, j'ai 27 ans. Plus jeune, je faisais beaucoup de stress. Je fais de l'eczéma. Juste ça, c'est un indice comme quoi que la gestion des émotions a un impact direct. Les problèmes de peau font partie des signes visibles du stress. Donc, l'âge en lien avec la gestion des émotions. Fait que c'est pas... Ça n'a pas d'allure, cette notion-là. Non, ça n'a pas d'allure, ça a son lien. Oui. Sans dire non plus que quelqu'un qui a une mauvaise gestion émotionnelle, c'est un enfant non plus. Là. Non. Vous comprenez que j'exagère un petit peu. Bien, c'est exactement ça. Ça aide à donner une idée. Oui. Finalement, un que j'aime... Bien, pas finalement, excuse-moi. Par la suite, un que j'aime beaucoup détailler puis que les gens, ça leur lève un sourcil, c'est l'âge social. Ça, c'est ce que j'appelle l'âge qu'on entend. Je vais te donner un exemple. À 65 ans, là, c'est la pension de vieillesse et possiblement le supplément de revenu garanti. Donc, ce qu'on peut entendre, c'est qu'à partir de 65 ans, tu es rendu vieux. Oui. Parce que c'est à l'âge à laquelle tu reçois ton argent d'être vieux. Oui, fait que, comme tu dis, la société a fait une norme, a voté un montant, les parlements ont fait ça, qui vient comme stamper un moment. C'est exactement ça. C'est l'âge quand on entend. Puis, de façon supplémentaire que j'ajouterais, écoute, ça fait un certain temps, donc je ne me souviens pas exactement des montants, mais je me souviens qu'il y a quelques mois, il y avait une question de donner un montant supplémentaire pour les gens de 75 ans et plus. Donc, ce qu'on entend dans le discours du gouvernement, c'est 65 ans, c'est vieux, 75 ans, c'est encore plus vieux. Puis, de façon supplémentaire, on recule encore. L'an passé, les gens de 70 ans, sortez pas de chez vous, vous êtes à gros risque. OK, donc 70 ans, c'était vieux. C'est vieux puis c'est vulnérable automatiquement. Bien, je vais te faire une confidence là-dessus. Moi, mes parents, qui ont 77 puis 75, ils se sont sentis vieux pour la première fois de leur vie à cause de la pandémie. Oui, parce qu'on leur a dit qu'ils étaient vieux. Exactement. Fait que c'est ça, l'âge social, c'est ce que le monde autour de nous vient de nous dire. Puis, c'est le reflet. Il faut protéger nos aînés. Eux autres étaient plutôt des protecteurs. Mes parents, mon père était dans l'éducation, ma mère aussi, mais œuvrait beaucoup dans le domaine social. Ils nous ont élevés, ont eu des petits-enfants aussi. Ils se voyaient comme des protecteurs. Et là, ils se sont sentis à être protégés. Ben oui. Ils n'ont pas aimé ça. Non, c'est un choc, effectivement. Puis, encore une façon supplémentaire, je disais que j'étais avec la FADOC. FADOC, c'est à partir de 50 ans que tu peux devenir membre. Donc, ce que tu entends comme message, puis ce que ma mère, qui a 49 ans, voit approcher, c'est le fait qu'à partir de ce moment-là, il y a une coupure sèche entre « tout d'un coup, je suis vieille ». Bien ça, moi aussi, ça me heurte un peu. Oui. Parce que moi, dans ma tête, c'est relatif, on vieillit. Oui. À 20 ans, 47 ans, moi, c'est un vieillard. J'ai 47 ans, puis je me dis, je suis pas vieux. C'est exactement ça. Puis la dernière, c'est ce qui s'appelle l'âge fonctionnel. Oh. Ça, là, dans le fond, c'est peut-être le plus dur à expliquer, mais en même temps, il se comprend assez bien. C'est la façon, la capacité que tu as à avoir des rôles. C'est-à-dire, t'es grand-père, mais est-ce que tu es encore capable de remplir le rôle de grand-père?
Donc, de t'occuper d'un De enfant, t'occuper d'un enfant. sûrement pas à plein temps, mais de temps exactement en ça. temps, de dépanner, d'être capable de le prendre, Ouais. de le lever, de se mettre dans Être ses capable bras, d'être bénévole. de le nourrir. Ben Comme oui. tu dis, bénévole, de faire des travaux qui demandent un peu de physique Ben, aussi. c'est exactement ça. Si OK. je prends mon grand-père, lui, il fait encore des travaux chez sa fille de temps en temps, qui habite sur une ferme. Il est encore capable de remplir ce rôle-là. OK. Fait que là, on voit que ça, c'est aussi ton grand-père qui a cette habilité-là. Moi, je ne l'ai pas. On pourrait même penser que sur cette base-là, il est plus jeune que moi. C'est exactement ça. Dans le fond, en gros, là, dans le PowerPoint, j'ai mis une petite image là-dessus. C'est comme d'imaginer une ampoule qui est contrôlée par 5 gradateurs. Donc, tu en baisses un, la lumière n'est pas pour autant fermée. OK. C'est juste qu'elle va être légèrement plus tamisée. Puis, elle ne va pas tout d'un coup tomber noire complètement. Ce qui veut dire que tu peux avoir 90 ans puis être jeune quand même. Parce que tu continues à être grand-père. Tu peux même assurer le rôle d'arrière-grand-parent parce que tu es encore assez en forme pour l'assumer. Assister à aller au bal définissant, Ben, à aller accompagner un enfant à une sortie éducative. C'est exactement ça. Puis même que, tu sais, je ne l'ai pas mentionné, mais sur le plan physiologique, des fois, tu regardes quelqu'un et tu fais « il me semble qu'il a l'air vieux ». Il me semble qu'il ne fait pas son âge, ou bien tu vois quelqu'un de 80 ans, tu te surprends, il a l'air d'en avoir 60. Ouais. Mais ça a changé, ça. Tu sais, anciennement, c'est peut-être un préjugé, mais il me semble que le monde devait de l'air plus vieux, plus jeune. Moi, rendu là, je ne saurais pas. Là. OK, parce que je veux dire, j'ai quand même 27 ans, laisse pas mais une tu sais, chance. exemple, quand on prenait des photos, Ouais. peut-être ça aidait pas, mais c'était très formel prendre une photo. Fait que tu sais, les gens étaient droits, Non, ouais, ça aidait sévères un peu, probablement pas non tout ça. plus, là. Fait que c'est ça. Fait que là, on a de l'air plus jeune, plus vieux. En tout cas, bon. Exactement ça, souriez. Ouais, c'est ça. C'est beau la vie. Bon. Fait qu'en somme, comme je disais, c'est quelque chose de très relatif. On ne peut pas dire que quelqu'un de 70 ans est nécessairement plus jeune que quelqu'un de 90 ans. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Si on s'arrête juste aux chiffres, OK, peut-être, mais il y a beaucoup d'autres choses qui font en sorte que la personne de 70 ans peut être plus active, moins active qu'une personne de 90 ans. Des fois, juste par la chance, des fois par son mode de vie, puis des fois, on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Oui. Donc, on a défini ça, Oui, nos c'est ça. âges. Donc, l'âge, c'est relatif. Oui. Donc, ça va s'en découler pour le reste de la maltraitance, que ça n'affecte pas tout le monde de la même façon. C'est une généralité. Il faut le prendre comme une généralité. OK. Autre chose qu'on peut s'entendre, c'est ce que c'est l'âgisme. Bon, moi, je vais me permettre... Ben, permets-toi, moi, je me permets, tu sais, le racisme, Ouais. c'est la discrimination reliée par rapport à la race de quelqu'un. Ouais. Dans ma tête, je fais la déduction. Âgisme, ça va être la discrimination par rapport à l'âge. Oui, effectivement. C'est juste que peut-être que le point que les gens réalisent pas nécessairement quand on parle de racisme ou d'âgisme, oui, effectivement, c'est par rapport à l'âge, c'est que c'est pas nécessairement négatif. Bien, ce que je veux dire par là, c'est négatif dans ses impacts, mais c'est pas que la personne souhaite nécessairement qu'il y ait un impact négatif. Je vais donner un exemple sur l'âgisme, OK? OK? Vas-y. Il y a ce qui s'appelle l'infantilisation. Ça, c'est traiter une personne âgée comme étant un enfant ou... La petite madame, là. Exactement. Tu prends un petit ton, Oui. un ton que tu parles à un enfant. là. Exactement OK. ça. Puis c'est pas pour mal faire que tu prends un ton comme ça, ou bien c'est d'assumer, mettons, à la base que la personne, vu qu'elle est âgée, a de la misère à lever des poids plus lourds. Tassez-vous, je vais le faire. moi. Ouais, bon, exactement ça. Puis c'est pas pour mal faire, mais le résultat, c'est quand même le fait que la personne reçoit que, elle n'est pas capable de le faire. Elle n'est plus capable. Ouais. C'est exactement ça. Fait que l'âgisme, c'est pas spécifiquement quelque chose qu'on veut. Non, excuse-moi. C'est peut-être pas quelque chose qu'on souhaite nécessairement faire du mal à quelqu'un, ou bien volontairement faire ouais, c'est des vieux, ils chauffent mal. Des fois, on veut bien faire, mais on leur porte préjudice parce qu'on assume que parce qu'ils sont vieux, il y a une telle réalité. Au lieu de regarder la personne, elle a réellement une problématique de force physique, je vais l'aider. Non, elle est vieille, je vais l'aider. Parce que, dans le fond, c'est de prendre la personne comme un être humain en Ouais. soi, C'est ça. Donc, l'âgisme, c'est de regarder ça plus comme une étiquette. l'étiquette. Mais ce que je comprends aussi, des fois, que tu dis, c'est pas pour mal faire. Non, mais exactement ça. Puis, tu sais, au même principe, là, je fais une petite parenthèse très rapide. Au même principe, vu que tu as mentionné le racisme, tu peux avoir l'impression qu'une personne asiatique est bonne en mathématiques. On s'entend qu'en tant que tel, c'est positif. Ouais, mais ce que ça vend, c'est que si la personne asiatique n'est pas bonne en mathématiques, il
il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est un préjugé positif, mais ça reste que c'est un préjugé. C'est exactement ça. Comme exemple, on va dire personnes noires, c'était tous des bons danseurs, ils ont le rip dans le sang. Ouais. Mais ça doit exister des personnes. Ça existe des personnes. C'est juste que c'est une étiquette. C'est comme c'est une étiquette d'ingrédients que tu mets en arrière, c'est juste c'est pas vrai. Oui, OK. Ah, c'est bon. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, l'agissement. C'est exactement ça. À l'inverse, il y a ce qui s'appelle la gérontophobie. Là, on va être dans le méchant. Là, c'est dans le gros méchant. Exactement ça. Les vieux n'ont pas affaire à avoir de sexualité. Ça m'écoeure de penser. C'est pas ça que je pense. Ça m'écoeure de penser, moi, que mes parents vieillissants ont des relations sexuelles. Oui, exactement ça. Ça, c'est de la gérontophobie. Oui, exactement ça. La différence étant justement, agisme, peut-être pas nécessairement négatif. Gérontophobie, c'est comme une espèce de coche au-dessus. C'est vraiment non seulement des stéréotypes et des préjugés, mais c'est la conviction qui sont vrais. OK. On n'est plus capable de s'occuper de l'argent. C'est ça. C'est dangereux qu'ils restent seuls sans supervision. Exactement on ça. On plus capable de ci, ils sont plus capables de ça. Bien, exactement ça. Puis même la coche que je rajouterais, c'est, mettons, sur le point de l'agisme et des préjugés. Il n'y a rien d'anormal au fait d'avoir des préjugés. C'est-à-dire que, je donne un exemple, si tu n'avais aucun jugement, tu mettrais ta main sur le four pour tester la chaleur. Tu le fais pas parce que tu sais que ça va faire mal. C'est un bon jugement. Le problème, c'est quand tu ne viens pas te poser la question, est-ce que c'est un jugement qui a de l'allure ou pas? Donc, le fait d'avoir des jugements, c'est correct. C'est quand tu as la certitude que là, tu tombes plus dans la gérontophobie. Puis ça, on le vit. Il y a de la discrimination en rapport aux aînés. Oui, effectivement. J'avouerais que là, tu me prends un petit peu de cours sur ce que je vais traiter un petit peu plus tard, mais je veux dire, même dans notre système, on a l'impression, par exemple, qu'on va minimiser les problèmes de santé d'une personne âgée parce que, bon, à cet âge-là, ils vivent tous des tel problème. Donc, on va... On ne prendra pas en considération. Ben, c'est l'âge, madame. Ben, c'est exactement ça. OK. Ben, on va fermer tout de suite, on va se garder Oui, c'est exactement ça. Moi, j'interviens de même, là, mais c'est lui le boss. Bon, et voilà, on va pas mettre la charrue devant les deux, comme on dit. Oui, c'est bien dit. Donc, avec tout ça, on en vient en tant que tel à la maltraitance maintenant qu'on a mis un peu ces barèmes-là de base. La maltraitance, on s'entend, je nomme le mot, on a généralement une espèce d'idée de base sur ce que c'est supposé être. Ben, moi, je vais te dire. Oui, vas-y. Mettons, maltraitance, c'est de frapper, battre quelqu'un, être très violent envers. Ben, ça l'inclut, effectivement. Mais ça peut être plus, là je vais mettre des gros guillemets, ça peut être plus subtil que ça. Oui, tu as parfaitement raison. Écoute, je te dirais, même sur ce point-ci, avec tout ce que le gouvernement a fait pour faire de la sensibilisation, on commence à comprendre un peu plus que l'aspect psychologique rentre, le chantage, et ainsi de suite. Mais encore là, même principe, il y a 5 formes de maltraitance en tant que telle, puis 2 qui, le plan rajoute un peu, mais qui ne sont pas appelées maltraitance. Tu as physiologique. Donc, des blessures. Donc, des blessures, ça, c'est ce qu'on imagine le plus. Serrer le bras, frapper, exactement ça. Faire tomber, et voilà. battre. Bon, c'est bête, là, mais ça arrive. Hein? C'est triste, ça arrive. Bon. Effectivement. Tu as psychologique, qu'on comprend de plus en plus, faire du chantage, insulter, dénigrer. Bon, si tu me donnes pas d'argent, je viendrai plus te voir. C'est une autre forme de santé. OK, bon. Oui. Mais, tu sais, mais c'est quand même une bonne réflexion. OK, je te visiterai plus parce que t'es pas fait. C'est exactement ça. OK. Tu as sexuel. Bon, il y a les abus sexuels. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ça parce qu'il y a une particularité assez intéressante, mais il y a ça. Il y a financière, qui est en lien avec ce que tu nommais. Puis souvent, puis je comprends le lien, c'est que ça vient souvent les deux ensemble. C'est-à-dire psychologique, tu veux faire de la pression pour avoir l'argent ou je ferai telle chose. Sauf que financière, puis je reviendrai un peu plus tard, c'est ou peut-être aussi juste de contrôler les dépenses de la personne. Sans nécessairement vouloir en retirer. Va te gérer ça, moi, ton chèque de pension. Mais là, t'achètes encore ça, toi, là? Comment ça que t'achètes encore des chips cette semaine? Oui, et voilà. À 75 ans, je suis capable de décider que je veux manger des chips. Hein? C'est ça. Bon. Et voilà. Puis, t'es organisationnel. Oui. Ça, c'est la manière que le système traite les gens. Donc, là, la discrimination, tu parlais de l'âge, on dit aux gens de 70 ans et plus de rester chez eux. Oui, puis encore là, des fois, la façon que les médecins traitent les personnes. OK. Puis, de surcroît, mettons, on prend tout ça ensemble, ils se divisent tout en 2 façons. OK. Donc, on a une forme, tu me disais, physiologique. Oui. Elle se split en 2. Okay. En fait, tu en as une, c'est les actions posées directes, puis tu as ce qui s'appelle la négligence. C'est l'absence d'action volontaire. Donc, dans ce que tu mentionnes là, il y a une action mauvaise, mais l'inaction peut être mauvaise. L'action peut être mauvaise, exactement. Moi, j'ai des parents, je
leur demande jamais des nouvelles, je ne vais jamais faire un tour. Et voilà. Ça peut être de la négligence. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance psychologique. Okay. C'est volontairement les ignorer de côté, puis eux autres, ça leur apporte des conséquences psychologiques. De la tristesse, de l'isolement. Mais c'est sûr qu'il y a comme une zone grise. Hein? Oui. Trop s'occuper, ça peut devenir contrôlant. Oui. Et complètement pas s'occuper, ça peut être problématique. Oui, effectivement. OK. Puis je vais y revenir un petit peu plus tard, mais des fois, on peut être maltraitant sans même s'en rendre compte ou bien sans même vouloir mal faire. Okay. L'incidence est quand même de la maltraitance. Puis il ne faut pas devenir complètement somnibulé là-dessus puis avoir plein d'inquiétudes sur le fait d'en faire subir. Ça peut arriver, malgré nos meilleures intentions. Oui, mais encore là, il y a une clé, c'est d'en parler. Ouais, ça te dérange-tu quand je fais ça? C'est exactement ça. Puis si je reviens sur le point de la négligence, mettons, je parlais sexuelle, puis j'ai aimé ça que tu le mentionnes un petit peu plus tôt, c'est de nier le fait qu'une personne âgée puisse avoir des relations sexuelles. Tu parlais d'organisation. Ouais. Les gens qui sont en résidence. Ah! Exemple, il y a un des conjoints qui nécessite plus de soins. On ne permettra pas à la conjointe d'aller le voir. Oui, effectivement. Là, on vient comme dire, on vient couper la sexualité beaucoup, là. Oui, effectivement. C'est pas fin, ça. C'est organisationnel. C'est de la maltraitance, effectivement. Okay. Ce que j'entends plus, par contre, puis oui, tu as parfaitement raison là-dessus. Ce que j'entends plus d'habitude sur le point de l'organisationnel, puis d'habitude, c'est ce qui fait réagir les gens quand je vais faire la conférence, c'est, par exemple, un médecin qui ne prend pas l'opinion de la personne en compte. Fait juste prescrire les pilules, tiens, vas-y. Oui, mais parce que je veux pas, moi, non, madame, vous savez que c'est mieux comme ça. Là. Bon. Et voilà. Et pourtant, pourtant, les personnes ont le droit, c'est dans la loi sur les soins de santé et les services sociaux. Tu peux refuser un soin. D'ailleurs, la personne que j'ai mentionnée, qui malheureusement est décédée, qui a fait de la pneumonie, a refusé à un certain point d'en recevoir. Là, ça a donné que la personne, le médecin en charge, a respecté son droit. Mais ce qui aurait été un manque de respect ou de maltraitance organisationnelle, c'est l'acharnement de soins de le soigner de cette pneumonie quand lui-même décide non, c'est terminé, je ne souhaite plus. Okay. Mais aussi, tu parles, on vient à sexualité, bon, de nier l'existence de sexualité chez les personnes âgées, d'empêcher qu'elles se vivent. Oui. Mais il y a des gens aussi, malheureusement, qui vont abuser sexuellement des aînés. Oui, puis pourtant, c'est ce que je trouve un petit peu particulier, c'est que les gens n'ont pas l'air d'impression que ça peut se passer. Encore là, on en revient sur l'idée de l'âgisme. Il n'y a personne qui veut abuser sexuellement d'un vieux. J'exagère, on s'entend. On a comme dit, c'est pas un corps, puis c'est vraiment pas ce que je pense. Mais c'est pas des corps attrayants, c'est des corps vieillissants. Et voilà. On ne crée pas ça, que le préposé qui travaille à l'hôpital ait agressé madame. Ben oui. Ça n'a pas d'allure, c'est un jeune homme, puis qu'est-ce qu'il ferait? Puis de façon supplémentaire, même là, on parle d'agression sexuelle, puis c'est gros, mais des fois, même des petites actions déplacées, ça a un impact quand même. Juste d'avoir des propos qui ne sont pas sollicités de nature sexuelle. Ou de passer des commentaires, donc ça se passerait sur le corps, ou dans le fait de donner des soins, de respecter que la personne est nue, de ne pas la regarder, de détourner le regard, pas la rendre mal à l'aise. On n'est pas dans la sexualité, mais on est dans le respect du corps. C'est exactement ça. Ça rentre dans ce qui s'appelle la maltraitance sexuelle. Puis, tu sais, ce que je rajouterais sur le point que tu avais mentionné, qu'on parlait du fait que un corps est né, c'est pas attrayant, puis ainsi de suite. Pourtant, malgré le fait que c'est l'espèce d'image qu'on se donne communément, il y a quand même, il y a quelques mois, eu une agression sexuelle auprès d'une personne aînée. Je ne me souviens pas de l'entièreté de la nouvelle, mais je sais que ça s'est passé. Bien, moi, je couvre pour différents médias pour lesquels je travaille, je couvre des affaires judiciaires et des faits divers. Tu parles de une, là, mais moi, je l'ai vu passer plusieurs dans les derniers mois. Là. Ben oui, entre autres, des préposés, puis je ne veux pas mettre ciblé sur eux, là, des préposés aux bénéficiaires qui ont été filmés, parce que l'entourage de la personne avait des doutes, a été filmé et agressé sexuellement. Ben oui. Et pourtant, on se donne l'image que ça n'arrive pas parce qu'ils ne sont pas attrayants. Et malgré tout, non, il n'y a aucune explication. Et quand ça arrive de nier l'impact, tu te fais agresser sexuellement à 80 ans, tu te fais agresser à 20 ans, à 15 ans, il peut avoir autant d'impact. Il faut être à l'écoute de l'impact négatif. C'est effectivement. Oui, OK. Puis, coche supplémentaire que je rajouterais on parle de personnes aînées, c'est les personnes en perte cognitive. Oui. Ils ne le réalisent pas. Mm-hmm. Un indice qui trahit un peu que ça se passe, c'est que soudainement, une personne aînée va avoir des comportements anormalement sexuels. Va devenir
C'était plus présent dans sa vie, mais Non, là, il va c'est ça. retrouver un comportement séducteur. Même pas séducteur, c'est, mettons, je sais pas comment l'expliquer autrement, soudainement, il va se dénuder, Tout d'un coup, tout d'un coup de même, va montrer de façon non sollicitée ses organes ses génitaux. organes génitaux, de façon inexpliquée. Il n'a jamais fait ça auparavant. C'est un assez gros indice qu'il y a quelque chose qui se passe puis que la personne se fait toucher. Elle ne comprend pas ce qui se passe nécessairement, elle ne s'en souvient pas, mais elle a quand même l'espèce de... Encore là, je ne veux pas de présence. infantiliser, mais ce que tu dis là, ça ressemble à des choses qu'on va détecter chez des enfants qui ont été agressés sexuellement. Mhm. Ils vont tomber tout d'un coup avec un comportement sexualisé. Parce que Il y a eu un acte, une agression qui a été commise. Puis là-dessus, je veux dire, personnellement, je n'ai pas étudié là-dedans très spécifiquement sur le comportement des personnes, mais il y a cette espèce de notion-là de, même s'ils ne comprennent pas complètement, ils sont conscients du fait que ça se produit. Oui, OK, je comprends. De par un comportement, on détecte. C'est un moyen de détecter. Oui, c'est exactement ça. Bon, ben c'est bien, mais on continue, mon cher Alexandre. Bien certainement. Donc, puis là-dessus, bon, j'ai les deux autres facettes que je parlais qui ne sont pas directement de la maltraitance. Il y a premièrement la violation de droit, qui revient pas mal, en fait, à la notion de maltraitance organisationnelle. Violation de droit, de nier le droit de s'exprimer, de donner son opinion, de voter. Oui, puis... Empêcher quelqu'un de voter parce qu'il est un aîné, ça, c'est une violation de droit. C'est exactement ça. Puis, un que je n'ai pas nommé dans la maltraitance organisationnelle, qui rentre par là, c'est transversal, toutes ces notions-là. Puis on voit qu'il y a beaucoup il peut y avoir de l'interconnexion entre ces maltraitances. C'est exactement ça. Puis une que je n'avais pas mentionnée, c'est le fait que, par exemple, un médecin qui refuse que que les personnes soient accompagnées dans la loi sur les droits de santé et services sociaux, la personne a le droit d'avoir un accompagnateur. Oui. Le médecin ne peut pas refuser que quelqu'un va être présent. On s'entend, c'est une base de politesse d'aviser le médecin qu'il va avoir quelqu'un de supplémentaire, mais il n'a pas le droit de même façon de refuser que quelqu'un soit avec vous, ou même, si quelqu'un est avec vous, ou même que quelqu'un soit avec vous, de vous ignorer puis de parler juste à l'autre personne. Oui, tu sais, votre mère, madame, là, elle va pas bien, hein, puis là, la madame qui va pas bien, elle est là, puis elle comprend. Parce que vous avez, encore une fois, vous avez le droit d'avoir les informations sur votre état de santé. Sur votre état de santé, exactement ça. Puis tu mentionnes de ne pas accepter une personne présente lors de la consultation, ça serait de la maltraitance d'obliger la présence. Oui, ça se pourrait que tu veuilles rencontrer le médecin puis que ta fille ou ton fils ne sont pas avec toi. Là. Exactement. Tu as le droit. Là. Effectivement, il n'y a aucune obligation à ça. Okay. Exemple supplémentaire, juste pour appuyer un petit peu ce que je dis. C'est une situation, encore une fois, je reste vague parce que je me dois à la confidentialité, mais c'est une personne qui allait voir son médecin avec une intervenante. Le médecin ne parlait pas directement à la personne qui avait reçu un diagnostic de cancer, donnait toutes les informations à l'intervenante. La personne ne comprenait pas. Il a fallu que l'intervenante l'explique par la suite parce que le médecin n'y adressait pas. C'est comme s'il ne s'acharnait pas à l'idée d'essayer de le faire comprendre. Lui, elle va s'en charger. Mais tandis pourtant, que c'est sa job à lui, c'est pas la job d'intervenante, c'est lui le médecin. Exactement ça. OK, bon, ben c'est bon. Fait que ça fait un peu... Ah, puis, excuse-moi, le dernier, c'est l'agisme, mais l'agisme, on ne reviendra pas nécessairement là-dessus. On l'a détaillé un petit peu sur les notions de base avant d'entrer là-dessus. Donc, on a défini, de ce que je comprends, de ce que tu dis, Alexandre, la maltraitance, elle est multiple. La maltraitance, elle est multiple, puis elle s'interconnecte. Tu mentionnais, quand je parlais de psychologique, de la notion d'argent, économique et, maltraitance financière et psychologique, souvent vont les deux ensemble. Tu vas faire du chantage pour avoir un contrôle sur le compte de ton parent. Tu vas faire de la pression pour faire changer le testament, par exemple. OK, c'est bon. Donc, Alexandre, les gens l'écoutent, on a défini, dans le fond, c'était quoi l'âge, on a défini aussi c'était quoi la maltraitance. Oui. Là, on va regarder ce phénomène-là, très dommage. Quelle ampleur il a? Tu as des statistiques. Oui, effectivement. Puis ce qu'il faut prendre en compte quand je parle des statistiques, c'est que c'est tous des chiffres qui sont rapportés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le prendre en compte si les gens ne vont pas le dénoncer. C'est tout rapporté par la ligne ABUNA très spécifiquement. OK. Donc, on peut présumer qu'on ne connaît pas l'ampleur totale du phénomène.
Non, effectivement, par contre, ça donne quand même un portrait assez Nickel. global sur exactement Je ce que connais c'est. pas les chiffres que tu nous dis, mais on ne pourra pas dire que ça n'existe pas. Non, effectivement. Dans le fond, ça t'est venu en tête un peu rapidement, un peu plus tôt Dans quand la on parlait présentation, ouais. exactement ça, quand on parlait de la maltraitance psychologique. Les deux formes les plus présentes, à peu près les deux à 30-35%, c'est la maltraitance financière puis la maltraitance psychologique. Parce que souvent, les deux vont ensemble. Tu vas faire du chantage pour contrôler les finances de ton parent, tu veux de l'argent supplémentaire, tu veux faire changer le testament, tu contrôles le compte de banque. Donc, les deux vont souvent les deux ensemble. Fait que là, 30-35%, ça veut dire que dans les 100% cas Ouais. qu'on rapporte à la ligne des aînés, Il y en a 60%. une fois sur trois, c'est ces deux-là. Oui, c'est exactement OK. ça. Mettons, les deux ensemble, ça représente à peu près 60% de tous les cas déclarés. Presque 2 tiers. Oui, c'est beaucoup. OK. c'est exactement ça. Par la suite, il y a la violation des droits de la personne, Oui. à peu près à 15%, grosso modo. OK. Donc, Ce qui est de ne pas respecter le fait que la personne a le droit d'avoir un accompagnateur quand on va voir le médecin, l'empêcher d'exercer son droit de parole, ton droit de vote. son droit de visite dans une résidence, supposons. OK. Par la suite, puis on aurait imaginé que ça aurait été plus élevé, mais malgré tout, pas tant que ça, c'est la maltraitance physique avec 13%. Parce que pourtant, c'est l'image qu'on a le plus souvent quand on Oui. parle de maltraitance, et c'est pas si représenté que ça quand on compare aux deux autres. OK. Puis la raison est bien simple, c'est dur de se justifier quand tu laisses un bleu sur quelqu'un. Oui, c'est plus facilement détectable. Donc, quelqu'un qui va être mal intentionné, veut maltraiter un aîné, va prendre d'autres moyens. C'est ça. Pas laisser de traces. C'est très dommage à dire, mais c'est à peu près C'est ça, ça. ouais. N'empêche que ça reste parmi les 4 plus représentés, à peu près égal avec la violation de droits de la personne. OK. Puis plus bas, maltraitance organisationnelle, à peu près à 4%. Non classifié, donc ils ont préféré pas tellement en parler. Puis très bas, à 0,65 puis 0,63, on a l'âgisme et la maltraitance sexuelle. OK. Ce qu'il faut noter par contre, c'est que supposons, on regarde l'âgisme, mettons très spécifiquement la maltraitance sexuelle. Il faut dire qu'il y a un très très gros tabou sur l'idée de parler de ça. Donc, même si à ce point 63%, même si on peut s'imaginer que ça reste pas très représenté dans l'ensemble des cas de maltraitance, on peut quand même imaginer que c'est plus haut que ça, Ouais. parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont rapporter le fait qu'ils ont subi une agression. Parce que, ben, tu sais, une agression, c'est pas de la sexualité, c'est un geste de violence. Mais tu dis préjugé, ça doit venir à tes oreilles. Pour beaucoup de gens, on ne conçoit pas que les gens aînés vivent une sexualité. Puis on ne conçoit de surcroît pas que quelqu'un peut les trouver attirants. Ouais. Ce qui est très dommage à dire, mais c'est ça. Puis le message que ça envoie, puis même dans les cas, même pas pour les aînés, c'est difficile parler d'une agression sexuelle. Oui, C'est vrai. tout un processus. C'est dans l'intimité. C'est exactement T'es ça. dans le sacré, j'allais dire, de la personne. Oui, là. exactement ça. Puis maintenant, rajoutons par-dessus l'idée qu'en plus, socialement, on se donne l'idée générale que c'est pas désirable une personne aînée. Barrière supplémentaire à faire. À dénoncer. À dénoncer, exactement ça. Donc, oui, 0,63, oui, probablement moins représenté que d'autres formes de maltraitance, mais probablement plus représenté que 0,63%. Même façon, l'âgisme, pas souvent rapporté. Par contre, il faut se dire que si nous-mêmes, on se souscrit à l'idée qu'une personne aînée a moins d'importance, ben, on ne va pas aller se plaindre du fait qu'on se fait traiter de moins important. C'est-à-dire que si ça fait 63 ans qu'on se fait dire que les aînés, c'est pas fort, ça conduit mal, ben, on ne va pas s'étonner si nous-mêmes, éventuellement, on conduit moins bien. Puis on ne va pas se plaindre que le fait que quelqu'un vient nous crier après parce qu'on n'a pas fait notre stop, parce qu'on est un maudit vieux. Je comprends. Mais, encore là, ça peut être sous-représenté, mais probablement plus que ce que les chiffres disent. D'accord. Pour ce qui est du genre, très majoritairement, c'est des femmes qui en subissent. De la maltraitance, puis oui. on pourrait dire en général, dis-moi si je me trompe, les actes de violence, les femmes sont généralement plus ciblées que les hommes dans tous les âges. Oui, exactement ça. Mettons, je vais donner un exemple juste d'une tranche d'âge de 60 à 65 ans. Les femmes, c'est 71% des personnes qui ont rapporté avoir subi
tout type confondu de maltraitance, comparativement à peu près 25 puis 3 de non spécifiés. La personne ne s'est pas identifiée pendant l'appel. Excuse-moi, là, mais ce chiffre-là est assez important. Tu me dis que les femmes de 60 à 65 ans, à 7 sur 10, ont subi de la maltraitance. Bien, en fait, 7 sur 10 des personnes qui ont fait l'appel. OK, je comprends. C'est ça. Okay. 7 sur 10 des personnes qui ont fait l'appel pour rapporter la maltraitance, c'était des femmes. OK, je me suis démêlé. C'est ça. Mais c'est ça, OK. Puis, il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. La première, qui est vraiment juste une question de chiffres, il y a plus de femmes que d'hommes parce que les hommes meurent plus jeunes. C'est vrai, en effet. Plus ils sont de femmes, plus ils sont à être maltraités. Par contre, on ne s'arrête pas juste à ça. Il y a plus que juste ça. Oui, ils sont plus, mais il y a aussi une question de fait que, je vais donner un exemple, on commence à avoir les bons impacts, mettons, des mouvements féministes, ainsi de suite. Mais je donne, par exemple, quelqu'un qui a subi de la violence conjugale toute sa vie, puis elle, dans sa tête, c'est normal que le mari ait le pouvoir sur à peu près tout. Une fois qu'elle va arriver à l'âge adulte, excuse-moi, pas à l'âge adulte, mais à l'âge d'être aînée, puis supposons que lui décède, si elle subit la maltraitance, elle ne va pas avoir été outillée, elle en a subi toute sa vie, puis c'est un peu habituel de se faire traîner par le bout du nez. Oui, c'est triste, mais c'est ça. Okay. Donc, elle ne sait pas comment réagir à ça. Donc, puis on peut-tu dire aussi que les hommes, on est... Oui. On va moins dénoncer parce que là, il y a une honte d'avouer une faiblesse. Là, oui, exactement ça. C'est justement vers là que j'allais par la suite. Okay. Puis, en lien avec ça, c'est aussi que les femmes subissent d'habitude des formes de maltraitance plus sévères. OK, plus grave. C'est exactement ça. Okay. Plus grave, puis il y a une corrélation entre c'est plus grave, donc je vais rapporter. OK. Plus on a de la facilité à se juger comme quoi que c'est pas grave ce qui m'arrive, moins on va rapporter. OK. Donc, si une femme, supposons, se fait battre, il y a plus de chances qu'elle rapporte. Puis on s'entend, je ne veux pas dire que nécessairement minimiser la situation des personnes qui le subissent ou bien dire que si quelqu'un qui ne va pas le rapporter, c'est quelqu'un de moindre. Uh-huh. Mais d'habitude, plus c'est grave ce que la personne subit, plus elle va faire « OK, non, c'est trop ». C'est trop, puis je vais à la police. C'est exactement ça. Okay. Donc, les hommes en subissent généralement des formes moins graves, donc moins tentés d'aller le porter. Puis oui, il y a aussi la question du fait que les hommes, question de, mettons, on prend l'homme stéréotypé, supposé de s'arranger lui-même avec ses problèmes, puis il ne va pas demander d'aide. Il ne va pas aller le rapporter quand il subit, puis qu'il n'est plus capable de l'endurer. Puis on ne devrait pas faire ça. Non. Parce que ça peut bâtir une prison qui se bâtit d'une pièce à l'autre, mais ça peut rendre une vie très désagréable. Subir des pressions, de la maltraitance au point de vue économique, au point de vue de tout le temps se faire dire « t'es pas capable ça ne fait pas une fin de vie agréable. Non, du tout. Puis, en fait, sur ce point-là, je trouvais que c'était intéressant. Je vois des statistiques contraires à certains endroits, mais j'ai eu une rencontre avec quelqu'un qui s'occupe du soutien au domicile des personnes aînées. OK. Puis, en fait, ça s'appelle le soutien à l'autonomie. OK. Ceci étant dit. Ce qu'elle me racontait de façon anecdotique, c'est qu'au contraire, elle semble constater dans le logis des personnes que c'est souvent plus l'homme qui subit un degré de maltraitance d'une femme. Supposons que lui, il a tout le temps été au travail, puis elle a été habituée à être à la maison. Là, maintenant, il n'y a plus de travail. C'est elle qui gère tout, est habituée de tout gérer le ménage, ainsi de suite. Puis c'est souvent elle qui va crier sur son mari parce qu'il ne fait pas les affaires comme il faut. Ouais, et encore là, c'est anecdotique. Oui, mais c'est une attitude infantilisante. Oui. Comme si l'homme était un enfant. C'est exactement ça. Puis c'est encore là très anecdotique. Puis probablement que ultimement, c'est quand même les femmes qui majoritairement subissent ces formes de violence-là. Par contre, on a quand même cette image-là, comme quoi que des personnes qui y vont directement le voient. C'est pas reflété dans les chiffres, par contre. Oui, je comprends. Parce que les hommes vont pas aller le dire. C'est bon. Dites-le. Oui, exactement ça. Mais là, je veux pas être violent en disant. Dites-le. Puis, dernière statistique, c'est le profil des personnes qui font subir de la maltraitance. Là, je vais émettre une hypothèse. Vas-y. Des enfants. Oui. Et c'est très, très, très plate de regarder le chiffre. C'est à 37 % les enfants. Toutes les autres, c'est en dessous de 10 %. Donc, le maltraitant... Oui. Puis je ne mets pas de guillemets, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le 37 % des maltraitants, c'est c'est l'enfant de la personne. Fils ou fille de la personne. Oui. OK. Puis tout le reste, à peu près un autre 30 %, c'est autres membres de la famille, amis, voisins.
Fait que là, on est dans 67 des personnes proches. Pour m'intéresser beaucoup, je le redis, aux faits divers, aux affaires judiciaires, ça correspond. Les gens qui commettent des actes violents, c'est souvent des gens d'entourage. Oui, exactement ça. Le tueur qui sort de nulle part, là, ça arrive. Ça arrive, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est souvent un proche qui va battre, qui va tuer, qui va maltraiter, qui va agresser. Oui, Fait effectivement. que ça se confirme pour les aînés aussi. Puis exactement ça. Puis mettons, à 2,71 %, c'est un préposé, un professionnel. OK. À peu près. Hein? Encore là, il faut dire que c'est rapporté. Oui. Toujours garder en tête que c'est ce qui est dénoncé. Mais on voit une tendance forte. Oui, exactement ça. Ça donne quand même une idée. On ne serait pas à 37, on serait à 32 ou on serait à 42. On pas à 2. C'est exactement ça. La peinture générale de la situation, ça reste quand même ça. Puis les raisons, c'est très, très compliqué d'essayer de dire pourquoi, qu'est-ce qui mène un enfant à faire ça. Des fois, puis ce que le plan d'action gouvernementale dit, c'est que souvent, c'est des dynamiques qui sont installées depuis, mettons, 40 ans, qui se perdurent rendus à l'âge d'être aîné en perte d'autonomie. Je vous donne un exemple. Un parent qui lui-même a été maltraitant, l'enfant, par vengeance, le néglige. OK. Ça peut être ça. Ça peut être juste un enfant consommateur depuis des années que se soucie très peu, puis il va faire de la pression psychologique pour avoir de l'argent pour payer sa drogue. Drogue. C'est souvent pas soudainement l'enfant va devenir un. C'est insinueux. C'est insinueux, puis ça va faire des années que c'est installé, puis qu'on le voit pas tellement, jusqu'à ce que là, la personne perde de l'autonomie, puis elle a moins de moyens elle-même de gérer avec la situation, comment est-ce qu'elle s'est développée. Puis ça rend difficile, puis là, je ne veux pas sauter une étape de ta présentation, mais ça rend difficile l'intervention, parce que là, on a l'agressé est ceinturé de proches. Là. Oui, exactement ça, certains d'entre eux vont être eux-mêmes les maltraitants. OK. Puis, supposons, effectivement, on rencontre le maltraitant. C'est particulier de se dire, parce que supposons un enfant de la DPJ qui a été battu par sa mère, puis que lui-même, rendu plus vieux, bat sa mère. C'est une situation très particulière. Ou bien, des fois, c'est même juste... Ce qui n'est pas justifiable, pareil. Là, ça reste pas justifiable, il y a des facteurs mais il y a des facteurs qui là. compliquent la situation, puis ça peut être autant réel que perçu. Je sais pas, je donne par exemple, ma mère m'a maltraité toute mon enfance parce qu'elle ne me nourrissait pas. OK, sauf qu'elle, elle mangeait encore moins parce qu'il n'y avait pas d'argent pour mettre de la nourriture sur la table, mais il y a quand même une perception puis une rancune qui s'installe derrière ça. C'est compliqué, c'est dur à établir, c'est doux ce que ça part. Puis, tu vas-tu en parler d'intervention, des solutions, des modes? Oui. OK, bon, je vais te laisser aller parce que là, je ne veux pas de faire ton affaire. Il n'y a pas de problème pantoute. Continue. Fait que généralement, ça ressemble à ça, puis c'est très, très dur à dire. Puis généralement, c'est plus ce qu'on appelle les caractéristiques de la personne plutôt que ce que l'aîné est en tant que tel qui vont faire en sorte qu'elle devient la cible. Je donne par exemple, l'enfant est consommateur. C'est pas parce que le parent est plus facile est plus vulnérable que l'enfant va choisir de prendre sur elle. C'est parce que lui est consommateur qu'il cherche de l'argent. L'occasion fait le larron. Quelqu'un de proche de moi sur lequel j'ai de la facilité d'avoir accès. Et voilà. Je le vois comme un guichet automatique. Bon, oui, exactement ça. Bon. Donc, ce qui peut mettre à risque une personne d'en subir, il y a bien des choses. Déjà, à la base, habiter avec plusieurs proches. C'est plate, mais on vient juste de le nommer. Les proches, c'est les premiers à faire subir la maltraitance. Malheureusement. Donc, c'est un facteur de risque. Okay. Le fait qu'il y ait des conflits dans la famille. Si tu t'entends pas que tes proches et que tu habites avec, tu es plus à risque. En effet. Le fait qu'il n'y ait pas de ressources de proches. Milieu isolé, il n'y a pas de travailleurs comme toi qui se promènent dans le coin, dans le milieu de nulle part. Puis même moi, en tant que travailleur dans le coin, supposons, si j'ai pas de prise pour être dans le milieu, c'est plus dur pour moi de m'incruster dans le milieu. Ouais. Pas de ressources. Des gens qui sortent pas de chez eux. Exactement ça. Une municipalité où il n'y a même pas de dépanneur, supposons. Ouais. Tout au moins, ça fait une place à sortir si jamais il se passe quelque chose. Ouais. C'est pas d'organisme communautaire, juste général. Parce que des fois, c'est juste de voir croiser quelqu'un qu'on peut détecter des signes. Effectivement. Donc, pas de ressources, plus grand risque. Okay. Isolement social, donc de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir un club de marche. Tes seuls amis, c'est tes proches, maintenant? C'est ça, exactement ça.
Vivre avec la personne maltraitante, j'ai pas tellement besoin de dire que c'est un facteur de risque. En effet. Si tu es avec 24 heures sur 24, tu vas en subir malheureusement. Puis des tensions entre la personne aidée et le proche aidant. Le proche aidant qui veut, même chose que j'aurais parlé un peu plus tard, mais il y a des proches aidants qui ne veulent pas aider la personne. Supposons que c'est la seule dans la famille qui est disponible à le faire, puis elle se fait lancer le fardeau. Elle ne veut pas le prendre, mais avec un peu de soupir, elle décide de s'en occuper. C'est une tension qui va faire en sorte que la personne proche aidante est plus prédisposée à faire subir la maltraitance à l'autre personne. OK. Lien en tant que tel avec la personne, c'est plate à dire, mais l'âge avancé. Je disais que l'âge, c'est relatif, mais il reste quand même que plus tu vieillis, plus tu as de chances d'avoir des problèmes puis d'avoir de la difficulté à le signaler aussi. Ben, exactement ça. Analphabétisme. J'ai de la misère à écrire, j'ai de la misère à lire, j'ai peu de connaissances, j'ai des ressources du milieu. C'est encore là, c'est des limites à aller chercher de l'aide. Ça, là. Okay. Un point que je trouve très plate à dire, mais qui est réel, c'est des caractéristiques qui peuvent prédisposer la personne s'il n'y a plus. C'est très plate à dire, mais c'est plus facile de mettre de côté quelqu'un que tu es comme wow. Problème d'hygiène corporelle, donc on va le repousser intuitivement. Intuitivement, c'est exactement ça. Puis c'est pas parce qu'on veut la mettre de côté, mais moins agréable de la côtoyer si ça sent, mettons, la litière chez eux. C'est vrai. Ce qui est très plate. Puis là, ça crée une roue. Oui. Puis parce qu'elle n'a pas ça, elle, ça va être encore plus insalubre chez eux parce qu'elle ne reçoit pas de service. Moins qu'elle reçoit de service, plus ça pue chez eux, puis plus personne n'y va. Exactement. Des dépendances, j'ai pas besoin de le cacher, mais consommer de l'héroïne, ça va te rendre plus à risque de subir de la maltraitance parce que tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Tu es altéré. C'est ça. Puis aussi parce que ça coûte de l'argent, parce que ça met ta santé à risque. Puis tu prends des risques aussi. Tu côtoies des gens qui ont peut-être des tempéraments plus violents. Et voilà. Dépendre sur quelqu'un d'autre pour assurer ses soins. Parfois, c'est nécessaire. Supposons que la personne n'est plus capable du tout de faire le ménage chez eux. C'est quand même inviter un étranger à l'intérieur qui a accès à notre logis. Parce que si tu perds d'autonomie, on va te synthétiser ça, dis-moi si j'ai tort. Vas-y. Si je perds d'autonomie, je me mets en situation de dépendance de plus en plus face à des gens. Puis ça ouvre la porte. Ça ouvre une porte à ce que quelqu'un qui est maltraitant fasse quelque chose. OK. Tandis que si je suis autonome, la madame qui vient faire le ménage chez nous, il n'y en a pas. Ouais. Elle ne peut pas me maltraiter. C'est exactement ça. Puis je suis capable de faire mon ménage. Et voilà. Je ne me mettrai pas. OK, je comprends. Puis bon, on va passer un petit peu pour pas, parce qu'on pourrait faire une liste complète de tous les risques qui sont en cours, mais bon, des antécédents de violence dans la famille, j'en parlais un petit peu plus tôt, mais un parent maltraitant, plus de risques que l'enfant fasse subir de la maltraitance, ainsi de suite. Un cycle de violence, c'est triste, mais c'est ça. C'est exactement ça. Puis ce que ça amène, bon, la personne va avoir des séquelles physiques si elle se fait battre, envie suicidaire, dépression, mort, repli sur soi. Elle va s'isoler, elle va plus vouloir sortir. Si elle s'isole, qu'elle veut plus sortir, elle n'a pas un gros réseau, pas d'amis pour détecter qu'il se passe quelque chose. Je vois. Donc, comment est-ce qu'on se protège de ça? Oui. C'était assez sérieux comme discussion, mais comment est-ce qu'on empêche ça? Déjà, le fait d'avoir un passe-temps, ça aide. C'est ce qui sonne particulier, mais je donne un exemple. Okay? J'aime beaucoup parler de la FADOC parce que je le fais à ces endroits-là très souvent. Mais le fait d'aller dans un cours de yoga, c'est des personnes qui vont constater que tu n'es pas là pendant une semaine. Ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vont voir pendant une semaine que ça. Bien, dans le fond, c'est d'avoir un réseau social qui peut être du soutien très, très direct, mais qui peut être un soutien discret aussi. Oui, bien exactement ça. C'est des vigiles dans ton milieu. Là. Oui, puis c'est plus généralement ce qui s'appelle le développement personnel. C'est d'avoir un objectif, de vouloir sortir, de se donner confiance en soi. Parce que quand on a confiance en soi et qu'on comprend nos propres limites, on peut catcher quand est-ce qu'ils sont passées ces limites-là. Oui, je vois. Comme, je donne un exemple. On peut vouloir aider notre enfant qui veut de l'argent, mais catcher, par exemple, que la limite, mettons, de mon budget ou ma limite personnelle, c'est je ne donnerai pas plus que 50 $. Bon, ça va arrêter à 50 $, puis ça va stopper là. On va pouvoir lui dire non, parce qu'on a confiance au fait qu'on peut lui dire non, puis on se sent
capable de le faire. OK. Puis ça passe par une panoplie de choses. Puis je dirais pas que c'est en faisant du soccer que nécessairement tu vas apprendre à dire non. Mais ça aide un petit peu à l'idée de se construire une Mener une vie active. Oui, exactement. C'est dans l'action. Tu es dans l'action, tu as des projets, tu côtoies des gens, tu as des défis, donc tu te mets moins en position de faiblesse. C'est exactement ça. Puis ça amène tout le reste des choses. C'est, par exemple, le fait d'avoir un entourage. Un entourage qui peut parler « Ouais, sais-tu, je connais ce programme-là. Tu pourrais appeler à l'hôpital. » Ou, on parle, un des facteurs qui peut protéger, c'est d'avoir des revenus suffisants. Mais avoir des revenus suffisants, c'est par exemple de savoir que le supplément de revenu garanti existe. Donc, d'avoir accès à plus de revenus, tu te Oui. mets moins d'une situation de dépendance financière, quelqu'un qui va te donner du support financier, mais qui va demander des choses en retour. Oui, exactement. Bon, fait que tu te mets moins. OK, bon, ben allons-y. Prochain point, mon cher. Prochain point, en fait, ça conclut généralement un petit peu toute la situation que je voulais exposer. Ce qu'il me reste, c'est à donner des exemples de ressources qui existent pour répondre à ça. Puis, si on en vit ou si on en constate de oui, la exactement maltraitance. ça. Oui, Puis donc, la plus grosse première ligne de défense qui est mise en place par le gouvernement, c'est ce qu'on appelle la ligne abus-haineux, qui sont, oui, c'est une ligne d'appel comme, supposons, la prévention suicide, mais c'est eux qui sont en lien, puis c'est eux qui ont le plus d'informations sur les choses qui sont disponibles pour les personnes qui en subissent, ou bien les recours légaux. c'est quoi le numéro? Le numéro, c'est le 1-888-489-2287. Parfait. Donc, Ça, on peut appeler là. c'est exactement ça. Sinon, il y a toujours l'accueil psychosocial, qui est comme le passe-partout pour tout ce que tu as besoin dans le CIUS. C'est le 811. OK, t'appelles là. T'appelles là, tu parles de ce qui se passe, puis ils vont te relancer au bon endroit. En cas de doute, 811. Oui, on peut appeler le 911 aussi. On peut appeler le 911 aussi, exactement ça, de la On police. se fait battre, là. C'était un acte criminel. Là. Ben, c'est exactement ça. OK. Puis, j'avais la Sûreté du Québec, justement, de Nicolet de noter au 819-293-4428. Ça, c'est le poste local, mais oui, tu as le 911, effectivement. Puis moi, ce que je constate dans ce domaine-là, c'est que les policiers sont de plus en plus formés à détecter la criminalité envers les aînés. Exactement ça. Tu n'appelleras pas là, tu ne feras pas dire vous nous dérangez. Non, exactement ça. Puis ayez pas peur, ça c'est une chose. Il y a beaucoup de gens âgés qui vont avoir peur de déranger. Mais non, au Vous avez contraire. payé de l'impôt toute votre vie, là, ben, il y a des services. C'est exactement ça. On est payé pour ça. Exact. Vous ne me dérangerez pas, je reçois de l'argent pour. Bon, parfait. C'est exactement ça. Puis, bon, nécessairement, il y a. Je déteste me taper moi-même sur mon épaule. Ben, là, on va mais il y a te quand dire. même moi. C'est. Donc, en tu tant peux que être travailleur appelé de milieu. intervenir dans des milieux, référer, faire de la référence. Toi, comment on te contacte, Alexandre? On me contacte soit par mon bureau Oui. ou mon cellulaire de travail. Mon bureau, c'est le 819-293-4841, poste 4. Cellulaire 293-3881. Puis. C'est gratuit en exactement passant. ça. Oui, c'est exactement ça. C'est discret, c'est confidentialité. Exactement ça. Donc, c'est ça. Bon, ben, ça fait le tour, mon cher. Ça fait le tour, effectivement, Stéphane. Ben, merci. Moi, je trouve qu'on a fait quelque chose de très bien. Merci pour ton dévouement, mon cher Je Alexandre. te remercie, Stéphane.
keep on burning. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. J'ai chanté dans la brume, j'ai chanté dans les bars, dormi à la pleine lune dans mon case de guitare. J'ai roulé mon rock des jours et des mille à des chansons qui provoquent, des chansons plus tranquilles. Souvent pour rien, jusqu'au matin. Il n'y avait rien pour m'empêcher de chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. Chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. We've got married and a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson.